bonsoir et merci à tous d'être présents pour cette présentation, cette deuxième présentation sur le b.a.-ba de la biorésonance. On va ce soir regarder plutôt la partie de la biorésonance NLS, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous êtes extrêmement nombreux ce soir. Je remercie tous les gens qui viennent de Suisse, Canada, France, Belgique, Nouvelle-Calédonie, Angleterre, Portugal, Italie. Donc vous voyez, il y a des gens de partout en langue française. Donc merci à vous de donner un petit temps pour essayer de découvrir ce qu'il en est de la biorésonance NLS. Alors ce soir, on va regarder particulièrement le système NLS et on va découvrir les fonctions principales du biospectre. Alors je rappelle que l'objectif n'est pas d'aller dans les détails, mais de vous montrer d'une manière le plus simple possible et vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est la biorésonance NLS. La dernière fois, on avait vu les grands principes de la biorésonance. Ce soir, ça va être la biorésonance NLS. Et puis, découvrir aussi les fonctions principales du biospectre. Alors, on n'ira pas dans les détails, mais ce que je voudrais, c'est qu'à l'issue de cette présentation, vous puissiez vous dire, OK, je comprends ce qu'on peut faire avec. Alors, commençons par le système NLS avec ce magnifique dessin. Alors, NLS, ça veut dire non-linéaire système. C'est un système de biorésonance qui a été créé par les Russes, pour être très clair. Au moment où ils envoyaient des personnes dans l'espace, ils avaient la nécessité de pouvoir suivre les paramètres. Parce que dans l'espace, vous ne pouvez pas mettre un médecin, un système de radio, un scanner. Vous ne pouvez pas mettre des médicaments pour tous les problèmes que vous pouvez avoir. Sachant que dans l'espace, on en parle en ce moment avec Thomas Pesquet, vous avez des modifications physiologiques extrêmement importantes. Le sang ne coule plus comme d'habitude, le muscle cardiaque se ralentit au niveau du fonctionnement, il perd de la masse musculaire, vous avez la colonne vertébrale qui peut s'étendre de 7 à 15 cm. Donc vous voyez, la vie en apesanteur est pas très facile. Et sachant que les Russes ont, vous le savez, battu les records de durée de vie dans l'espace, c'est allé jusqu'à 1 an, et il était nécessaire pour eux de pouvoir suivre les paramètres physiologiques. Alors ils ont mis autour de la table des médecins, des physiologistes, des électroniciens, des physiciens, enfin tout ce qu'ils avaient comme scientifiques. Je vous rappelle qu'on était au moment où il y avait ce combat entre les États-Unis et la Russie, et puis avec pour objectif de créer un appareil qui soit simple d'utilisation, puisqu'ils sont utilisés en grande partie par les cosmonautes tout en étant suivis au sol, avec une petite taille et puis évidemment une efficacité. Et est né le système NLS, donc qui au début a servi pour les cosmonautes, et puis lorsque le mur est tombé et puis que la grande Russie est un petit peu, enfin ou l'Union soviétique pardon, s'est délitée, et bien finalement les professionnels se sont retrouvés sans activité, sans revenus, et puis ils ont occidentalisé le système NLS. C'est ça qui a donné des appareils comme le Biospect, comme le Métatron et comme d'autres. Alors, non-linéaire système, il faut qu'on étudie un petit peu à nouveau la théorie. Alors, je vous ai mis là un papillon avec une tornade, vous savez, je pense, de quoi je vais vous parler. Effectivement, le grand physicien Lorentz, qui a dit « un battement d'aile de papillon en Amazonie peut créer une tornade au Texas ». Alors, cette petite phrase toute simple, en fait, elle est un véritable changement de paradigme au niveau de la physique, puisque avant, on avait une physique de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'on pensait que pour pouvoir créer une tornade, il était nécessaire de mettre en fonctionnement tout un ensemble de centrales nucléaires. C'est une méconnaissance de la théorie du chaos, puisque c'est basé sur la théorie du chaos, qui montre justement que dans un système en équilibre-déséquilibre, une petite impulsion peut créer un grand effet. Et non linéaire, je vous l'ai mis en bas, ça veut dire non proportionnel. Et donc là, dans le cadre de notre appareil, on est sur un système où finalement, on va envoyer une fréquence électromagnétique de la puissance d'une petite pile, mais qui va résonner dans le système et va avoir un grand, voire un énorme effet. Donc ça, c'est basé sur la théorie du chaos. Et à ce moment-là, on va plutôt chercher de la qualité, plutôt que de la quantité. Pour créer une tornade, avant, on pensait qu'il fallait beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup d'énergie. Il faut donner une impulsion, mais le problème, c'est de donner la bonne impulsion et au bon endroit. Donc, en fait, dans le système de biorésonance NLS, on va être basé sur les mêmes systèmes. On va essayer de trouver la bonne fréquence et on va l'envoyer et la faire résonner avec le système, avec l'espérance que le système se mette en fonctionnement et d'avoir un grand effet. Donc rappelez-vous, NLS égale non proportionnel.
Alors les Russes ont étudié et ils ont compris ils ont étudié un petit peu comment fonctionnait l'organisme et se sont aperçus que quand il y avait une problématique, un terrain qui se dégradait, bien avant l'apparition des symptômes, eh bien il y avait des échanges d'énergie-information. C'est l'homéostasie, c'est-à-dire que l'organisme il cherche à corriger en permanence de façon à maintenir le corps en fonctionnement. Je prends un exemple très simple, vous êtes à l'extérieur, mal habillé, il fait froid, le corps va percevoir que la température baisse et donc il va vous faire frissonner avant que la température intérieure atteigne une température trop basse qui pourrait mettre en péril le fonctionnement de l'organisme. Donc en fait là on est un peu sur le même fonctionnement, c'est-à-dire que on va essayer de comprendre comment le cerveau échange des informations avec les organes de manière préalable. C'est-à-dire que lui, il voit quelque chose, un paramètre qui se dégrade, et avant que ce paramètre se dégrade et dépasse la capacité d'homéostasie, il va faire réagir. Alors ce que se sont aperçus les Russes, c'est que le cerveau échangeait des informations avec les organes sur des fréquences particulières. Ces fréquences vont de 1,8 à 8,2 Hz. Alors, sur 1,8, alors imaginez c'est une petite radio. Comme vous avez déjà tourné, enfin maintenant on tourne plus, mais à l'époque, dans ma génération, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez vu, on tourne des boutons, et en fait vous avez le champ de fréquence qui change, et puis vous captez une radio, Europe 1, France Inter, RTS, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où la radio est bien branchée sur la bonne fréquence, eh bien ça résonne, et en fait vous entendez à ce moment-là sortir de la radio l'émission. Donc en fait, c'est un peu la même chose. 1,8 Hz, c'est radiofréquence dans le cerveau de l'appareil de locomotion passif et du squelette. 2,6, ce sont les tissus de soutien, les tissus conjonctifs, articulaires, les muscles striés, un petit peu tous les muscles, hein, on va pas rentrer dans les détails. 3,4, c'est selon les muscles lisses non striés, par exemple les muscles de la muqueuse digestive. 4,2, on est sur la muqueuse digestive et l'intestin grêle qui sont en relation avec le système immunitaire. 4,9, le parenchyme du foie et la vésicule biliaire. L'intestin grêle, qui est en lien évidemment avec l'humidité, l'épithélium du rein. 5,8, les voies respiratoires, le système lymphatique, le pharynx, la partie génitale. 7,6, on va être plutôt sur le système endocrinien, système nerveux central, système nerveux végétatif. 7,4, on va passer sur le cervelet, le sous-cortex, les tissus pulmonaires, et puis à 8,2, on va être sur des tissus corticaux. Donc en fait, imaginez que vous mettez une petite radio dans mon cerveau, en fait, un micro, et puis vous allez écouter de 1,8 à 8,2 Hz, et l'idée c'est de dire, tiens, je vais faire toutes les fréquences, il y a un échange d'informations, le cerveau échange des informations sur 4,2 Hz avec la muqueuse digestive, l'intestin grêle ou le côlon, et s'il échange des informations, ça veut dire que potentiellement il se passe quelque chose. Et en fait, c'est vraiment ce principe-là qui est utilisé, donc c'est d'écouter, d'écouter sur quelle fréquence il y a des échanges d'informations, sachant que s'il n'y a pas d'échange d'informations, le système est stable et on pourrait dire il fonctionne de manière opérationnelle. S'il y a un échange d'informations, c'est qu'il y a un paramètre qui est en train de se dégrader et donc potentiellement une problématique. Alors en fait, comment ça se passe de manière concrète? Eh bien, effectivement, vous l'avez vu, je vous l'avais présenté la dernière fois, sur le système NLS, vous avez un casque. Ce casque va donner une impulsion électromagnétique faible au niveau du cerveau. En réaction à cette petite impulsion électromagnétique, les échanges d'informations vont être libérés. Donc en ce moment, les échanges d'informations sont libérés. Et finalement, l'appareil va scanner les fréquences de 1,8 à 8,2 Hz. Et il écoute où est-ce qu'il y a des échanges d'informations. Donc il va y faire une lecture en infrarouge, parce que ça se passe à travers, c'est des fréquences infrarouges, enfin c'est en tout cas l'infrarouge qui est utilisé, le champ de fréquence de ces fréquences, et ça va être traduit sous forme d'une signature fréquentielle. Vous voyez ici par exemple une lecture qui a été faite, un scanner, et vous voyez qu'il y a des endroits, alors vous avez deux courbes, une bleue, une rouge, je ne vais pas rentrer dans les détails, le principe c'est que vous avez des endroits où vous voyez que ça se sépare, et des endroits où les fréquences sont jointes, à nouveau ça se sépare, et ici vous voyez que les fréquences sont jointes. Voilà. Donc quand c'est joint, c'est qu'il y a une dépense d'énergie et information, et c'est que potentiellement il se passe quelque chose. Alors en fait, vous voyez, c'est assez simple. Je vous l'avais expliqué, lorsque les courbes sont jointes, ça veut dire qu'on a une
un terrain qui est en décohérence, et lorsqu'elles sont séparées, vous avez un terrain en décohérence, lorsqu'elles sont jointes, vous avez un terrain en cohérence, et puis là, par exemple, on a une séparation des courbes sur la fréquence de 2,6 Hz, ça veut dire que c'est le tissu de soutien, de manière générale, je vous ai donné la liste tout à l'heure, qui est atteint, ou tout au moins qui est atteint, ça veut dire que c'est sur ce champ de fréquence qu'il y a un échange d'informations. Et donc ça s'appelle une signature fréquentielle. Alors ensuite, une fois que vous avez la signature fréquentielle, vous avez la signature de votre client, et cette signature, vous allez pouvoir la comparer avec un catalogue de signatures fréquentielles de référence. Donc une fois que vous avez la signature, vous regardez sur votre catalogue ce qui correspond. Et là, vous allez avoir un catalogue de terrains en disharmonie, vous allez avoir des fréquences correctrices qui correspondent à des produits connus, vous avez des fréquences correctrices qui peuvent correspondre à des états émotionnels, vous avez des fréquences correctrices particulières comme des situations géologiques, des corps énergétiques, etc., etc. De toute façon, il y a 8000 fréquences, donc vous voyez, et cependant, la comparaison se fait en quelques secondes, et très rapidement, l'appareil est capable de vous dire, cette signature fréquentielle qu'on voit ici, eh bien, elle est similaire à la signature fréquentielle de tel produit, ou à la signature fréquentielle de tel terrain. Et c'est comme ça que fonctionne le système de biorésonance NLS, en tout cas dans sa partie investigation et compréhension d'une problématique potentielle. Deuxième étape, le praticien en biorésonance va pouvoir sélectionner un signal électromagnétique de correction et l'envoyer avec pour objectif de remettre la cellule en état de cohérence vibratoire. Et il va s'agir alors d'une correction du terrain vibratoire de l'organisme. Concrètement, le signal correcteur est envoyé via le casque et via une plaque interface que je vais vous montrer tout à l'heure, que le sujet va tenir entre ses mains ou contre sa peau. Et les fréquences correctrices, on peut également les transférer à l'extérieur sur ce qu'on appelle une matrice. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner une fréquence dans le biospectre et la charger sur un support extérieur comme de l'eau, du plasma marin, de l'alcool, du lactose, de l'onguent. Nous, on travaille également avec des aimants spécifiques qui chargent la fréquence et qui permettent d'avoir un effet de correction permanent. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait déjà vu la dernière fois. Vous avez notre système eau semi-cristalline intérieur-extérieur, la paroi, qui forme un état particulier. Vous avez l'état, l'OEZ, vous avez la paroi, et tout ça, ça forme en fait un cristal semi-liquide, avec des capacités d'intégration d'informations, de restitution d'informations. C'est surtout ça qui nous importe. Et si on s'aperçoit qu'il y a une problématique, eh bien, on va envoyer une fréquence correctrice. Cette fréquence correctrice va traverser l'ensemble du corps, mais elle va résonner comme un instrument de musique, elle va résonner avec les cellules ciblées. En résonnant, la cellule ciblée va se charger d'une information de correction. Ensuite, vous avez des protéines qui vont passer. Je vous rappelle que les protéines pour la cellule, c'est une information. En fait, la protéine, elle va aller chercher une cible et elle va déclencher un processus. Donc la protéine va traverser à travers les petits canaux qui sont le long de la paroi. Elle va traverser notre ensemble cristal, chargé d'informations. Évidemment, la protéine va prendre une forme particulière, elle va se charger d'informations, et dans ce cas, on dit qu'elle va devenir une clé. Et ensuite, cette clé va pénétrer dans la cellule, elle va aller chercher sa cible, sa serrure, elle va tourner dans la serrure, et vous allez avoir un processus qui va être relancé, réenclenché, apaisé, selon évidemment les fréquences que l'on cherche. Et c'est fondamentalement exactement de cette manière qu'on part d'une fréquence électromagnétique du système NLS et qu'on obtient un effet au niveau de l'organisme. Mais je vous rappelle que nous, on envoie une information, la partie qui se passe ici, qui est l'effet, en fait, c'est vraiment le corps qui fait le travail. Là, on ne maîtrise plus parce qu'il y a d'autres éléments comme le besoin en vitamines, la qualité de l'eau, etc., qui jouent effectivement un rôle. Donc c'est l'organisme fondamentalement, c'est pour ça qu'on appelle ça des corrections de terrain. On essaye d'apporter à l'organisme le meilleur terrain possible pour qu'il puisse faire son travail naturel d'autocorrection. Je vous rappelle que, extraordinaire, quand on se coupe, ça se répare. Certes, il faut des fois un petit coup de main, mais on a un système qui est auto-réparant. Et en fait, nous, ce qu'on cherche simplement, c'est à stimuler ou favoriser l'auto-réparation du corps ou donner les meilleures conditions à l'organisme pour qu'il puisse se maintenir dans le bien-être, dans la santé,
et finalement dans sa capacité naturelle d'autoréparation. Le biospectre permet également de mesurer la cohérence vibratoire entre une cible et un produit, c'est-à-dire que je peux prendre un produit extérieur, je vous montrerai tout à l'heure, et je vais pouvoir évaluer son effet vibratoire sur une cible. Mais on peut également mesurer de nombreuses autres choses, comme l'activité métabolique, l'évolution potentielle du terrain, le niveau d'ordre-désordre, etc. Tous ces éléments, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo ou dans un prochain webinaire. Alors regardons un petit peu de manière détaillée comment est fait ce système NLS Biospect. Alors la majorité des systèmes NLS sont construits de la même manière. Vous avez un boîtier interface qui est finalement la partie la plus importante parce que à l'intérieur vous avez le générateur de fréquences qui va générer finalement ces fréquences. Et je vous ai beaucoup parlé de la qualité des fréquences. Eh bien en fait c'est à l'intérieur du boîtier qu'il y a tout le secret. C'est pour ça que moi je recommande d'acheter des appareils qui sont faits en Russie parce que c'est eux qui ont conçu et c'est eux qui ont les générateurs de fréquences qui correspondent aux appareils qui ont été créés. Vous avez un casque interface ici qui fonctionne par infrarouge et c'est, je vous le rappelle un petit peu, la caractéristique du système NLS, c'est ces casques avec des LED infrarouges à l'intérieur parce que les corrections et les lectures se font à travers de l'infrarouge. Vous avez les interfaces externes, alors un gobelet et nous on a rajouté une plaque, ces plaques qui vont servir uniquement pour les corrections. Pas pour la lecture se fait uniquement à travers le casque. Et évidemment, tout le savoir se fait dans, pas l'ordinateur, mais le software, le logiciel, qui doit être correctement traduit et qui doit avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler. Parce que sinon, ça sert à rien. J'ai vu, moi, des logiciels, par exemple, en langue anglaise mal traduits, et c'est vrai que quand on veut les utiliser, c'est pas très pratique. Alors, avant de vous présenter l'appareil, petite information sur le cadre législatif, c'est extrêmement important en ce moment parce qu'il y a des grosses évolutions. Il y a une nouvelle législation sur les dispositifs médicaux. C'est le règlement UE 2017-745. Vous pouvez le charger sans aucun problème. Vous tapez simplement ces informations sur Internet. Il entre en vigueur en mai 2021, c'est-à-dire maintenant, au niveau de toute l'Europe et de la Suisse. Il stipule que en tout cas en ce qui concerne les appareils de biorésonance, mais tout appareil qui allègue avoir un effet thérapeutique direct ou indirect, c'est-à-dire qui dit « je fais ça », et je parle bien d'un effet thérapeutique, qui contient des termes médicaux, des remèdes, au sens large du terme, comme par exemple de la phytothérapie, même sous forme informationnelle, et qui est destiné aux praticiens de santé ou aux thérapeutes, et faites attention aux mots, ça signifie que c'est un dispositif médical et il doit avoir un marquage spécifique qu'on appelle un marquage DM. Il doit être déclaré auprès des autorités et c'est extrêmement important. En ce qui concerne le Biospect, avant que je vous le présente, je rappelle que le Biospect Pro n'est pas un dispositif médical, n'est pas destiné à un usage médical et ne peut être utilisé pour le diagnostic ou le traitement d'une maladie, ni effectuer des analyses ou anamnèses permettant de tirer des conclusions médicales. Il est un appareil d'analyse et de réinformation des fréquences électromagnétiques qui utilise la technologie du scanner non linéaire NLS. Il apporte des informations sur l'état de cohérence ou d'incohérence fréquentielle des terrains de l'organisme ainsi qu'une aide d'importance pour la réharmonisation fréquentielle par des signaux électromagnétiques. Le praticien Biospect propose une séance de confort et de bien-être et en aucun cas une consultation à visée médicale ou à visée thérapeutique. Le Biospect n'est pas destiné au personnel médical ou paramédical, ni un usage thérapeutique et médical direct ou indirect. Les séances Biospect visent à maintenir l'organisme dans un état de cohérence vibratoire. Je pense que vous l'avez compris en tout cas, c'est ce que j'essaye de vous transmettre à travers ce fonctionnement de la biorésonance et le fonctionnement du système NLS Biospect. Alors je vous propose, peut-être avant qu'on aille voir un peu plus loin, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie un peu plus théorique, et après on va aller découvrir les fonctions principales de la biorésonance NLS Biospect. Alors, pour poser vos questions, je vous rappelle, vous avez l'interface spécifique. Je vous écoute. Alors, Corinne qui me dit, j'ai un appareil avec des termes médicaux comme médecin, praticien, patient, et également des noms de médicaments. Est-ce qu'ils rentrent dans cette catégorie ?
Alors oui, ces appareils-là, malheureusement, ils rentrent dans cette catégorie. Alors moi, ce que je vous recommande, d'abord, retournez-vous auprès de votre fabricant, parce que c'est eux qui sont censés les mettre à jour. C'est très important, parce que si vous avez un contrôle et que votre appareil n'est pas dispositif médical, on pourrait dire que vous faites un exercice illégal de la médecine ou que vous utilisez un dispositif médical sans avoir l'agrément. Et puis, si vous avez des doutes, parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de revendeurs qui disent que c'est pas très important cette législation, c'est pas important tant que c'est pas eux qui se font contrôler. Moi, je peux vous dire, vous renseignez-vous, ça vaut peut-être le coup de dépenser une petite somme d'argent avec un spécialiste, un avocat spécialisé dans les dispositifs médicaux ou simplement un expert. Vous pouvez prendre juste 1 heure, ça vous coûtera 120 euros. Croyez-moi, ça pourra vous faire économiser beaucoup plus. Vous leur montrez votre appareil, vous montrez ce qu'on appelle, et il vous demandera voilà les allégations, c'est-à-dire à quoi on dit que ça sert. Il vous demandera quels sont les termes qui sont utilisés. À partir de ça, il vous dira c'est un dispositif médical ou ça n'est pas un dispositif médical. Pour ma part, dans ce que je vous ai décrit, je n'ai fait que reprendre les éléments de la législation après avoir pris conseil auprès d'un avocat. Alors j'ai une autre question. Alors j'ai une question d'Iris, mais Iris c'est une question un peu plus spécifique pour voilà. Là on est dans une présentation générale, donc je ne peux pas répondre à cette question qui est une question un peu de personnes qui utilisent le biospec depuis assez longtemps. Alors pour les virus comme le Covid, que fait le biospect? Alors concernant le Covid, nous on regarde pas s'il y a le Covid, on regarde s'il y a un terrain qui pourrait être favorable. En fait, hein, donc je vous rappelle le principe du terrain. Vous avez un terrain à champignons, à morilles, c'est pas pour ça que vous allez avoir des morilles sans arrêt. Il faut qu'il y ait les conditions pour qu'il y ait des morilles, conditions de température, etc. Donc nous on est sur ce principe, on recherche pas s'il y a une présence du virus, on va rechercher s'il y a un terrain qui lui est favorable. Donc effectivement, on a un terrain de détection du coronavirus qui s'appelle terrain fréquentiel coronavirus, et on a vu apparaître avec le Covid, effectivement, ce terrain qui revenait un peu plus souvent dans les analyses, beaucoup plus souvent même que d'habitude. Donc on a vu apparaître, nous, effectivement, les informations qu'on a tous vues, on l'a vu en tout cas avec l'appareil, et le principe va être d'essayer de corriger le terrain de la même manière que si vous avez un terrain à morilles, vous rajoutez du sel, vous n'allez plus avoir de morilles puisque vous l'avez stérilisé. Ben nous, on va essayer de corriger le terrain, sachant que effectivement, le fait de corriger le terrain n'apporte pas une garantie absolument totale de ne pas avoir le virus. Hein, on est bien d'accord. C'est le principe de biorésonance, c'est le terrain, et le terrain, c'est un élément pour essayer de corriger, surtout qu'au moment où éventuellement il y ait une attaque virale, le corps soit dans le meilleur état pour pouvoir se battre. Annie demande, je suis médecin, puis-je utiliser la biorésonance dans ma pratique? Alors oui, vous pouvez utiliser la biorésonance dans la pratique. Par rapport à la législation, les seules choses, c'est de l'utiliser dans ses fonctions. Donc si vous avez, vous, un appareil de biorésonance éventuellement qui est dispositif médical, vous pouvez l'utiliser. Et si vous avez un appareil qui n'est pas dispositif médical, il faudra simplement l'utiliser dans le cadre de la correction de terrain et d'avoir les bonnes informations. Donc c'est assez simple, hein, si vous affichez. Nous, en fait, on donne à nos clients les informations de façon à ce que vous puissiez les afficher et que vous puissiez être tranquille vis-à-vis de la législation. Mais si vous avez un appareil où vous dites vous guérissez des maladies et que ça n'est pas un dispositif médical, là, évidemment, vous allez risquer des problèmes. Mais je pense que vous le savez bien mieux que moi. En tout cas, soyez prudents et faites attention avec vos appareils parce que la législation, c'est normal, elle existe, elle a aussi des mérites et il est important de la respecter, en tout cas, quand vous utilisez ces appareils, et ça évite que tout le monde dise tout et n'importe quoi. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai entendu des personnes dire effectivement, voilà, moi j'ai un appareil de biorésonance, je guéris des cancers, ou j'en avais vu un qui avait marqué plus besoin de faire des analyses de sang, maintenant j'ai un appareil de biorésonance. Tout ça c'est mensonger et c'est même dangereux parce que c'est totalement ridicule de penser ça. Et ça souvent c'est des gens qui ignorent, enfin en général c'est pas ça, ils y peuvent rien, c'est qu'ils ont été mal formés ou on leur a vendu un appareil en leur disant vous inquiétez pas ça fait tout. Et souvent on a de l'ignorance derrière, mais quand vous comprenez bien votre appareil, quand vous êtes bien formé, vous n'avez aucun danger de faire de fausses allégations ou de l'utiliser d'une manière qui n'est pas juste. Voilà. Alors, autre question. Eh bien écoutez, je n'en vois pas, donc pour l'instant je vais continuer, mais si vous les posez, de toute façon, je les retrouverai tout à l'heure.
Alors découvrons un petit peu nos fonctions principales Biospect, et simplement, sachez que dans une séance de pratique Biospect, vous avez 4 étapes. Les investigations, en fait les recherches. Quand on a des résultats, les analyses. Ensuite, on va évaluer les corrections possibles par rapport, en lien évidemment avec ces analyses. Et ensuite, on va envoyer des réinformations. Voilà. Donc je vais vous montrer là dans un premier stade les fonctions principales, sans aller dans les détails, c'est volontaire parce que ça n'est pas l'objectif de cette présentation. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez comment ça marche, parce que c'est assez extraordinaire. Et puis, évidemment, si ça vous intéresse, vous pourrez voir d'autres présentations avec des éléments plus détaillés. Alors, je vais juste changer. Voilà. On va passer, donc là on est sur l'appareil, j'ai une personne qui est assise devant moi, qui s'est déjà installée. Voilà. Alors, on met en fonctionnement, donc là c'est l'interface de l'appareil, hein. On a lancé l'appareil et vous voyez, nous arrivons ici. Donc nous avons tout un ensemble de cibles que je vous montre très rapidement. Donc, ce sont des images organiques, hein. C'est très précis, c'est très détaillé, c'est très imagé. Et puis, on en a comme ça 120. Alors évidemment, on va pas les faire une par une. Sachez simplement que vous pouvez sélectionner les cibles de manière manuelle. C'est-à-dire, par exemple, si je suis intéressé par cette cible-là, je vais la sélectionner et je vais lancer l'analyse. Ou on peut le faire de manière tout à fait automatique, où c'est l'appareil qui, en fonction évidemment de ses modélisations, va analyser les terrains des différents organes et sélectionner les terrains qu'il considère comme étant les plus faibles. Alors on va commencer par l'analyse automatique qu'on va faire là. Voilà. Alors c'est parti. Et voilà. Donc là voilà, vous avez un scan, vous allez voir c'est extrêmement rapide. Donc l'appareil est en train de lancer l'impulsion électromagnétique, de faire la lecture. Donc tout ça se passe évidemment avec l'informatique en quelques secondes. Et vous obtenez la courbe dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous voyez les icônes. Alors là, vous avez déjà la mire, vous voyez, les icônes, je vais vous en parler après, il les analyse, et vous avez une mire qui cherche et qui va dans la structure. Donc là, il est descendu dans le nasopharynx, et là, vous voyez, elle recherche encore, voilà, elle recherche sur les différentes cibles, et là, elle a trouvé que c'était l'endroit le plus faible, et hop, elle descend à chaque fois, donc on appelle ça descendre dans la structure. C'est pour ça qu'on appelle cette structuration une structuration en 3 dimensions. Puisque ça permet à l'appareil d'aller de cible en cible dans les détails. Donc là, il recherche encore. Donc là, on est dans l'épithélium, alors on vous donne des informations après. Là, il est revenu en arrière, et maintenant, il va continuer son voyage en prenant l'autre côté de la tête. Alors les icônes, elles sont chargées de 1 à 6, et c'est ce qu'on appelle l'activité métabolique. En gros, n'oubliez pas que c'est celles qui sont marron ou noires qui vont nous intéresser le plus. Voilà, donc là, vous voyez, il sélectionne des cibles. Donc quand c'est jaune-blanc, c'est relativement équilibré. Et puis plus on va vers le noir, plus on a une activité métabolique trop importante. Mais à toujours mettre en lien avec les courbes. Donc là, l'appareil continue. Vous avez des courbes de formes différentes. Là, vous voyez ici une petite icône noire sur la vésicule biliaire. Et l'appareil, peut-être, va sélectionner la vésicule biliaire. Non, non, il allait sur l'autre côté, voilà. Vous retrouvez une icône noire sur la vésicule biliaire. Et donc là, voilà, il choisit de lui-même d'aller dans la vésicule biliaire. Là, vous voyez le dessin de la vésicule biliaire. Vous avez à nouveau la mire qui se met en fonctionnement et qui, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche, on appelle ça le chercheur, le chasseur. Il cherche l'endroit le plus faible du système. Donc là, on est dans la paroi de la vésicule biliaire. Et là, on est sur la paroi externe de la vésicule biliaire, et là on est dans l'épithélium. Alors l'épithélium, sachez que c'est la couche, voilà, c'est la couche cellulaire en fait, qui est constituée de cellules. Vous voyez, tous les éléments que vous avez là, ce sont des cellules qu'on retrouve un petit peu partout, et là il va chercher, à l'intérieur de chaque cellule, il va chercher, dans les organites, dans les icônes noires, l'endroit le plus faible. Et là, voilà, l'appareil maintenant va descendre dans le noyau de la cellule,
Donc dans le noyau de la cellule, vous avez ce qu'on appelle des chromosomes, et il va de lui-même chercher les chromosomes les plus faibles. Là, il a choisi sur le deuxième chromosome. Alors, je vous rappelle qu'on est sur des terrains, on est sur de l'information. C'est très important de ne jamais l'oublier. Ce qu'on est en train de regarder, c'est le vide de la matière. L'information qui structure le vivant. Là, on déplie l'ADN, toujours en termes d'information, j'insiste. Et là, on est dans une partie qui s'appelle cholestase interhépatique progressive. Alors là, il faut avoir effectivement certaines connaissances qu'on est sur ce niveau, mais ça veut dire qu'il y a un terrain qui est affaibli. Alors simplement, si la personne vous dit « oui, effectivement, j'ai des problèmes au niveau de la vésicule biliaire », déjà, vous pouvez... Alors évidemment, vous pouvez la renvoyer chez un médecin si les problèmes sont importants, parce que ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, par contre, vous pouvez vous dire « moi, je vais faire du soutien au niveau du terrain ». Chacun son rôle. C'est le médecin le seul qui va pouvoir poser un diagnostic au niveau de sa vésicule biliaire, mais vous pouvez faire du soutien, c'est pas un souci. Voilà. Donc on est revenu en arrière, et on continue. Là, on va aller sur l'autre face du foie. On retrouve la vésicule biliaire, vous voyez, avec les mêmes informations que nous avions avant. Et là, ça continue, donc ce sont des tranches de l'organisme, l'orgasme rétropéritonéal, avec les deux reins, voilà, et là on continue, avec une faiblesse. On a vu qu'il y avait une icône, effectivement, au niveau du rein gauche, et vous voyez, l'appareil cherche, il fouille. Alors il le fait de manière automatique, je vous rappelle qu'on peut également le faire de manière manuelle. Et je vous rappelle qu'on est sur des terrains. Je ne suis pas en train de chercher des maladies. Je cherche des terrains, des faiblesses. Si, dans le cadre de ma pratique, je vois par exemple un résultat comme ça et que la personne me dit « oui, j'ai des douleurs, etc. » Ma première fonction, ma première question, c'est « est-ce que vous avez vu votre médecin ?» Parce que éventuellement, il peut y avoir une problématique plus importante. Et moi, je ne suis pas médecin. Donc si la personne me dit « oui, j'ai vu mon médecin, etc. », je suis en traitement avec lui, c'est très bien, et moi, je vais faire du soutien de terrain, de la correction, de la réinformation. C'est très important que chacun joue son rôle, et surtout de ne pas essayer d'empiéter sur le rôle de l'un ou le rôle de l'autre. Ça, c'est fondamental, et notre rôle, c'est de veiller à ce que nos clients soient suivis par les médecins de leur choix, ça, c'est pas notre problématique. Nous, on reste dans la partie... Je dis souvent qu'il y a un mur, il y a la partie ondulatoire, il y a la partie organique corpusculaire. Nous, on parle de la partie ondulatoire. On s'occupe de l'information, du système d'information. Et les médecins, ils s'occupent de la partie corpusculaire. Ils ont des outils qui sont absolument extraordinaires pour ça, que nous n'avons pas. Et c'est très bien. Et c'est important de ne pas empiéter, parce que si vous empiétez, justement, c'est là qu'on prend des risques. Et puis, on peut pas remplacer la formation de plusieurs années d'un médecin par des formations qui sont qu'on fait nous-mêmes, ou des apprentissages qu'on fait même avec une formation de biorésonance. Ça ne remplacera jamais la formation d'un médecin. Voilà, ici, vous voyez le pancréas. Donc, vous voyez, les organes sont dessinés. Alors, vous avez besoin d'avoir des connaissances, effectivement, d'anatomie. Alors, souvent, les gens me disent, mais est-ce qu'il faut avoir des super connaissances? Alors, moi, au début, ce qui est important, c'est de faire un cursus minimum pour connaître un petit peu les bases. Et puis après, de toute façon, vous allez devoir apprendre. Alors, vous n'avez pas besoin de connaître tout le fonctionnement du corps, mais savoir ce que c'est un pancréas, à quoi ça sert, etc. Et si vous passionnez pour un appareil comme ça, de toute façon, vous allez l'apprendre naturellement. Moi, j'ai énormément appris en cherchant, en comprenant, en écoutant les cours, parce que pendant les 120 heures de cours qu'on vous propose, évidemment, on vous explique les grands systèmes, les grands organes, on vous donne beaucoup d'informations là-dessus, de façon à ce que vous puissiez comprendre le fonctionnement général du corps, et surtout à quel moment on s'arrête, à quel moment on peut agir, comment on peut agir. Donc là, on est dans une mitochondrie, voilà, dans une cellule, et on revient, vous voyez, l'appareil, il descend dans l'ultrastructure et remonte dans la structure. Et maintenant, on va aller regarder la deuxième partie, qui est l'analyse. Alors ici, on obtient les résultats. Vous avez vu qu'il y a des petits A. Quand il y a un petit A, c'est quand il est allé dans la structure, voilà, tout bêtement. Et lui, il met par ce qu'il considère comme les terrains les plus faibles en haut. Ça veut dire que le premier sur lequel il va nous demander d'aller regarder, c'est les trachées et bronches. Donc là, maintenant, on va être dans la deuxième phase, qui est la phase d'analyse. Donc pour l'analyse, vous allez voir, c'est très rapide.
je prends mon image et je vais cliquer ici sur cette petite icône. Ici, vous avez la signature fréquentielle, on va l'appeler l'étalon. C'est la signature fréquentielle en tout cas de l'arbre bronchi au niveau fréquentiel de mon client. Je prends cette signature fréquentielle et ce que j'observe très rapidement, c'est qu'il y a des icônes marron un petit peu sur la gauche ici, donc on voit qu'il y a un endroit où il y a un métabolisme qui est trop important. Et la première des choses, je vais prendre cette signature fréquentielle et je vais la transférer dans la base de données. Vous vous rappelez le catalogue dont je vous ai parlé. Donc regardez, la fréquence elle est ici, elle a changé de couleur. Donc ça, on va l'appeler l'étalon, c'est le 0 et c'est la fréquence de mon client. Maintenant, je vais sélectionner des terrains fréquentiels, donc je vais prendre les terrains en disharmonie fréquentielle. Et là, vous voyez apparaître un terrain fréquentiel bronchoectasie, un terrain fréquentiel pneumosclérose. Donc, ce sont des terrains, ce sont simplement des fragilités au niveau des poumons. Hein. Si vous avez besoin, évidemment, de rechercher, ou parfois votre client va vous dire, ben oui, c'est ma maladie, ou c'est le problème que j'ai. Mais nous, je vous rappelle, ce qu'il faut veiller, c'est que simplement qu'il soit suivi par son médecin. Nous, notre rôle, c'est simplement de soutenir le terrain. Deuxième terrain important, ce qu'on appelle les réactifs. Vous avez ici tous les produits qui sont en lien en fait avec des allergènes, toujours en termes d'information. Donc là, on voit une information très intéressante. En tête de liste, c'est amiante. Vous observez ici que les terrains qui sont proches de 0, ils apparaissent en rouge. Donc c'est en fait, si vous voulez, la comparaison. Qu'est-ce qui se passe, pour être très clair? Ici, vous avez la fréquence du client et là, vous avez tous les terrains fréquentiels qui sont dans le catalogue. Et lui va comparer avec la différence entre les terrains fréquentiels du catalogue et la signature fréquentielle de mon client. Et en fait, il va me les classer en fait par ordre de similitude, on appelle ça. Donc en fait, imaginez simplement que ici sur le terrain fréquentiel bronchoectasie, il est marqué 0,000. Ça signifierait que la signature fréquentielle du client et la signature fréquentielle bleue et rouge qui correspond à ça seraient strictement superposées. Ça veut dire qu'on aura un terrain fréquentiel très fragilisé. J'espère être clair dans ce chiffre de similitude. Alors maintenant, on voit ici, par exemple, là on est dans un autre terrain, les micro-organismes, où on voit cytomégalovirus avec un chiffre de 0,636, donc ça veut dire qu'effectivement il apparaît en rouge, mais vous voyez qu'il n'est pas très proche de 0. Ensuite, c'est Bacillus cereus, il a 5, quelque chose, c'est très loin de 0. Et vous voyez apparaître notre coronavirus à 6,263. Mais pour nous, quand il n'apparaît pas en rouge, il n'a aucun signifiant. Ça veut rien dire. C'est simplement qu'il les a classés dans l'ordre. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont proches de 0, qui ont une similitude proche, une résonance proche. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser le microscope, puis on va descendre dans la structure. Donc on va descendre une fois, et on va descendre une fois, on va juste rester là. Donc là, vous voyez, je suis sur l'image de la bronche, et simplement, je vais refaire la même chose. Voilà, je vais juste remettre à 0. Vous avez ici l'étalon signature fréquentielle, le catalogue de fréquences. Je vais simplement commencer avec les terrains fréquentiels. Donc on va retrouver nos deux terrains fréquentiels de tout à l'heure, mais vous observez que les chiffres se rapprochent de 0. Au niveau réactif, on a toujours amiante, il n'est pas en rouge, donc il est simplement en tête de liste. Et au niveau des micro-organismes, on retrouve notre cytomégalovirus avec un chiffre de 0,542. Voilà. Donc ça montre qu'il y a des terrains qui sont légèrement actifs. On va dire qu'on est sur un terrain qui potentiellement, si c'était 0,00, si on était en jardinage, on pourrait dire oui, on est sur un terrain à champignons, on peut avoir des morilles, on est sûr à 100% qu'on est sur un terrain à morilles. Là, on est sur possiblement un terrain qui pourrait accueillir le cytomégalovirus. Mais je vous rappelle que ça ne veut pas dire que vous avez ce virus. C'est juste un terrain. Et je vous rappelle que au début du siècle, il y avait des médecins qui disaient « le virus n'est rien, mais le terrain est tout ». Nous pensons qu'effectivement, un terrain qui est soutenu, qui est renforcé, eh bien, c'est le vecteur du bien-être et de la bonne santé. Voilà, simplement. Alors, vous avez compris le principe d'investigation et le principe de l'analyse. Donc là, on a analysé, on a compris. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des terrains fragilisés. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ou éventuellement, si la personne me dit en même temps, bah écoutez, oui, j'ai un petit peu des douleurs, j'ai du mal à respirer, je l'envoie chez le médecin. Je lui dis, écoutez, moi je vois qu'il y a quelque chose. Si en plus vous me dites que vous avez des douleurs ou des problématiques, effectivement, je vous recommande d'aller voir chez le médecin.
Moi, ma partie, c'est de soutenir le terrain. Donc, je vois un terrain fragilisé, je me dis, ok, je vais essayer de soutenir ce terrain. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais réutiliser cette base de données, et dans cette base de données, j'ai tout un ensemble de fréquences de correction. Alors, je vais vous les présenter toutes très rapidement. Vous avez ce qu'on appelle les normes tissulaires, c'est des organes parfaits. Vous avez les fréquences qui sont liées aux hormones et aux neurotransmetteurs. Vous avez les aliments. Vous avez des fréquences qui sont liées à des compléments alimentaires, mais d'origine russe. Je vous rappelle que ce sont des terrains fréquentiels et des fréquences. Vous avez des fréquences qui sont liées aux nosodes. Vous avez des fréquences qui sont de l'homéo. Vous avez des fréquences ADAS, les fréquences des sels de Schussler, les fréquences émotions, les fréquences des positivations, des bourgeons, la phyto, la litho, les spagyri, les fréquences de Barr, les fréquences de Hill, les chakras, les corps énergétiques, les fréquences de l'environnement. Vous avez encore d'autres petites fréquences comme la cosmétologie, les micro-éléments qui sont les métaux lourds et les minéraux, mais pour l'instant on va pas en parler aujourd'hui, on va déjà commencer à essayer de comprendre. Donc là simplement, je vais essayer d'apporter une correction. Je sélectionne l'homéo et il me dit Speedgella. Speedgella, si je veux une description, c'est, voilà, vous avez des informations, c'est migraine, névralgie, tachycardie. Et je vous rappelle qu'on est sur des terrains. On n'est pas sur des maladies. Donc, Speedgella, je vais prendre cette fréquence Speedgella et simplement, je vais l'évaluer. Alors, l'évaluer, ça consiste à quoi? Eh bien, on va regarder si elle résonne et si elle apporte une correction fréquentielle. Donc, je sélectionne, j'appuie, hop, et je regarde. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle une analyse comparative. Vous avez ici la mesure pour les bronches avant, pour le terrain fréquentiel des bronches, et vous avez après. Et vous voyez très bien que ça s'améliore. Là, c'est très net. D'ailleurs, c'est marqué stimulation du système d'adaptation de 58%. Là, après, au niveau des courbes, on voit que ça s'améliore, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me dis, ok, cette fréquence, je l'ai testée. Je vois que chez mon client, le terrain résonne. Donc je vais l'envoyer. Je vous rappelle le système, envoyer une fréquence. Et là, je vais envoyer une fréquence électromagnétique extrêmement faible. Pas plus qu'une pile. Et j'ai veillé qu'elle résonne. Ça m'a déjà dit que ça résonnait. Donc simplement, là, je vais demander à mon client de prendre la plaque interface dans ses mains. Et puis, je vais envoyer la réinformation. Et en même temps, dans le gobelet, je peux mettre, par exemple, une ampoule de plasma de Quinton. Voilà, de façon à charger l'information dans de l'eau, de façon à ce que la personne puisse prendre quelques gouttes et finalement recevoir à nouveau l'information pendant une semaine. Allez, c'est parti. Donc là, ce que vous voyez, c'est le chargement de la fréquence sur les différents champs. Donc ça s'appelle de la chromodynamique quantique. On va pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais vous voyez un petit peu comment les informations se chargent. Vous allez avoir plusieurs passages qui vont se faire au début lentement, et puis au fur et à mesure que l'information va pénétrer dans le système, ça va aller de plus en plus vite. Voilà. Voilà. Allez, encore un. Et voilà, je pense qu'on va arriver vers la fin. Encore une fois. Voilà. Donc là, l'information, elle est envoyée dans l'organisme du patient, elle va traverser l'ensemble de son corps en 1 milliseconde, ou en le temps que vous avez vu là pour que ça se charge. Les cellules cibles qui sont ici vont résonner, et vous avez compris qu'effectivement l'information va être chargée à l'intérieur, et puis après va se mettre en place tout un système, et ce qu'on veut, nous, c'est soutenir, c'est aider l'organisme à soutenir le terrain. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est une bonne solution. J'ai envoyé ma fréquence. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle une méta-réinformation, c'est-à-dire une rééquilibration. Ça s'appelle une auto-réinformation. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir, c'est extrêmement visible, c'est extrêmement facile et c'est extrêmement efficace. Et là, vous voyez, déjà, là, on fait en temps présent, la personne reçoit une information de correction. Et là, on voit que, effectivement, le terrain se corrige. On voit évidemment particulièrement au niveau des icônes. Donc là, vous voyez, on a envoyé sur notre terrain l'information Speedgella, et puis maintenant on envoie une auto-réinformation de façon à donner une impulsion, à soutenir ce terrain. Puis après, c'est l'organisme qui fait le travail.
Alors évidemment, dans la formation, on vous donne un petit peu des petites clés pour favoriser le travail de la cellule, pour faire que c'est comme un jardin, pour faire que votre jardin il ait toutes les vitamines, les minéraux et tout ce qu'il faut pour bien travailler. Mais effectivement, c'est ça qui va faire que le terrain va être encore mieux soutenu avec du soutien, avec des produits naturels. Analyse comparative, avant, après, vous voyez très bien, et là on a une stimulation du système d'adaptation. Vous observez, on stimule la capacité d'adaptation de l'organisme. On ne sait pas à l'avance l'effet que ça va avoir. Hein. Nous, c'est vraiment ça. On soutient le terrain. Hop. Donc là, maintenant, on a fait notre travail sur ce niveau. Alors, nous pourrions évidemment descendre dans les niveaux et travailler sur chaque niveau. Pour l'instant, j'essaye de vous faire une présentation simple pour que vous voyez aussi la facilité d'utilisation. On n'est pas obligé de descendre plus bas. Voilà. Dans un premier temps, déjà, là, on a fait un travail de soutien qui est assez simple, assez compréhensible et qui déjà peut avoir son efficacité en termes de soutien. Ensuite, on va revenir ici et là, je vais vous montrer autre chose. Une autre possibilité, c'est tester un produit. Donc là, je vais tester un produit qui s'appelle... Non, je ne vais pas faire celui-là. Je vais tester un produit qui s'appelle eau de vie. Donc c'est de l'eau de mer hypertonique, hein, du Quinton. Et le produit s'appelle eau de vie. Donc en fait, j'ai pris le produit, je l'ai mis sur la plaque interface. Et donc je vais regarder si ce produit, qui est un produit classique, eh bien, il va résonner et apporter une efficacité. Voilà. Voilà, c'est extrêmement intéressant ce qu'il se passe, puisqu'on voit que il y a des endroits où là, on voit qu'il y a plutôt une activité, une réaction, plutôt qui est une réaction qui augmente le métabolisme. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a une action de nettoyage. Et par contre, au niveau des courbes, on va pas rentrer dans les détails, mais on voit effectivement qu'il y a une petite correction. Alors, je suis pas certain que pour ce problème-là, voilà, par exemple, l'eau de mer, je suis pas certain que ça serait le produit. Alors, après, je peux en tester un autre, jusqu'à ce que je trouve un produit qui m'apporte ce que je veux. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça me permet, quand dans ma tête, je me dis, ok, il y a deux, trois petits produits que je voudrais proposer, qui peuvent peut-être soutenir le terrain, eh bien, je peux les évaluer, et puis je vais pouvoir évaluer les effets potentiels et choisir le produit qui, selon moi, est le plus efficace pour soutenir le terrain. Et ensuite, je vais terminer avec ma classique méta-réinformation, parce que la méta-réinformation, c'est vraiment la réinformation de base. Elle est hyper sécure, aucun danger, puisqu'on envoie la propre fréquence du client qui a été travaillé. Donc en fait, on n'envoie rien d'extérieur, et là, il n'y a aucun danger. C'est 100% sécure. Voilà. On va la mettre ici, là on voit déjà, vous voyez. Et ça va permettre de corriger le terrain et de redonner de la fluidité, de redonner de la capacité d'adaptation, de la capacité à ce terrain. Vous savez, c'est un petit peu comme l'immunité ou comme une cellule vivante. Il faut qu'elle apprenne à se battre contre ces agressions. Et nous, ce qu'on va vraiment essayer, c'est qu'on va pas agir en disant on veut que tu fasses ça, on veut que tu fasses ça. On va essayer de lui donner les meilleures conditions pour qu'elle puisse finalement être le plus vivant et interagir. Voilà. Là, on voit très très bien les effets. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, au moment où on fait la méta-réinformation, on a des personnes qui nous disent, alors ça dépend de la nature des tissus, etc., dans les détails, mais on a des personnes qui nous disent, oh là là, je sens que ça me fait du bien, ça soulage, etc. Je sens que ça me renforce, ça me réveille. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, là vous voyez vraiment l'effet avant-après. Là on voit, par contre, ça s'est bien apaisé ici. On a bien, au niveau des courbes, c'est très intéressant ce qui se passe. Ici, elles se sont bien rapprochées, la violette et jaune qui correspond à ça. Donc là, on a fait un bon travail de correction de terrain. Donc voilà, après sachez qu'on pourra, si mon client revient la semaine prochaine, je vais pouvoir reprendre les images ici, donc les images que j'avais aujourd'hui, comparer, faire une analyse comparative comme je le fais ici, sauf que ici on aurait aujourd'hui et puis la semaine prochaine. Et là aussi l'appareil nous montrerait si ça s'améliore au niveau des terrains ou si ça s'aggrave. Et ça c'est très intéressant pour pouvoir faire le suivi de séance en séance. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a plein d'autres fonctions plus perfectionnées. Je ne veux pas vous en dire plus parce que ça, c'est vraiment le fonctionnement de base. En fait, c'est ce que vous allez faire avec le Biospect. Un appareil comme le Biospect, c'est tout le temps ça. Après, évidemment, vont se rajouter des informations complémentaires
qui vont vous permettre d'analyser d'une manière un peu plus fine, d'être plus précis dans votre choix de fréquence, parce que je vous rappelle que c'est la qualité de la fréquence que vous allez envoyer, associée à la qualité de la fréquence générée par l'appareil, qui va donner des bons résultats au niveau du terrain. Alors, je vais revenir sur mon webinaire. On a vu les investigations, les recherches qu'on a fait pour cette fois-ci de manière automatique. On a analysé rapidement les terrains. On a évalué différentes corrections. Là, on est allé assez vite sur Speedgela. On a réinformé les terrains avec la réinformation via Speedgela. On a évalué un produit et on a fait de la méta-réinformation. Et là, vous avez la grande fonction de l'appareil Biospect. Eh bien, écoutez, on retourne à l'espace questions. D'accord. Avez-vous des questions dans la découverte de cet appareil? Est-ce que vous avez des questions sur une fonction, sur une autre chose? Est-ce que vous avez besoin de comprendre un peu plus? Je vous écoute. Ah, il y a Josiane qui demande combien de temps dure une séance. Alors en général, la première séance de Biospect, elle va durer 1h30 parce qu'il faut le temps de connaître le client, de faire les premières analyses, un petit peu de pouvoir voir vers quoi on va. Et puis ensuite, les séances suivantes, elles durent environ 1 heure. Après, moi, il m'arrivait de faire des séances de Biospect de 10 minutes pendant une séance où je travaillais sur autre chose, parce que simplement, je voulais regarder un organe, un tissu, aller très très vite, c'est aussi possible. Fabrice qui demande comment se passe la formation pratique. Alors chez nous, la formation, elle est, si vous voulez, elle est en ligne et en assistance. Donc en ligne, ça veut dire qu'on a 120 heures de formation en 2 modules. Un module sur le fonctionnement de l'appareil, un module sur la pratique. Comment la pratique, la connaissance des cellules, un petit peu l'anatomie, etc. Donc on a un ensemble qui fait 120 heures. Ce sont des formations en ligne parce que ça vous permet de regarder, ce sont des petites vidéos que vous pouvez regarder 24 heures sur 24 à n'importe quel moment et à plusieurs reprises. Ça c'est important. Et en même temps, il y a une assistance. Donc lorsque normalement les personnes font l'acquisition d'un appareil, moi, je vais accompagner, vous expliquer, on prend des rendez-vous, je réponds à vos questions, je peux me brancher sur l'appareil, vous faire une démonstration. Et on a également des formations experts, on a des formations, on a des webinaires réguliers qui se font parfois sous la forme d'échanges libres où chacun peut poser des questions, parfois on présente un cas ou quelque chose. Et voilà, et nous, on remet à jour nos connaissances et quand on a de nouvelles connaissances, évidemment, on les partage avec vous. Donc voilà comment ça se passe. On fait plus beaucoup de présentiel. Par contre, on a de nombreuses vidéos. Vous voyez des praticiens expérimentés qui expliquent ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et c'est comme ça que vous pouvez vous exercer. Vous pouvez également toujours... D'abord, il y a des échanges, je sais, entre les praticiens. Et puis, vous pouvez également me contacter pour des questions plus techniques ou même des questions au niveau d'une correction de terrain que vous ne comprendriez pas. Il n'y a aucun souci. Chris demande, est-ce que tous les appareils NLS fonctionnent de la même manière? Alors, oui, le fonctionnement de base, en tout cas, des appareils NLS, il est similaire. Après, il va y avoir de nombreuses variations qui vont être sur la qualité des appareils. Aujourd'hui, des appareils chinois qui valent 350 $, ils marchent pas. Vous avez aucun résultat, mais effectivement, ça ressemble, c'est un petit peu comme le Canada Dry. En fait, c'est une copie du logiciel avec un boîtier, je sais pas trop ce qu'ils ont mis dedans. Donc là, vous aurez pas beaucoup de résultats. Et puis après, chez les professionnels, vous avez effectivement des logiciels qui, les traductions en fait vont beaucoup varier parce que vous avez toujours les fonctions de base. Vous avez l'efficacité qui est liée à la qualité, je vous l'avais expliqué, du microprocesseur et surtout de l'émetteur du CADISTOR, ce qui émet les fréquences. Et puis vous avez aussi les traductions. D'abord, il faut qu'elles soient conformes à la législation, parce que si vous avez des traductions, moi j'ai vu des listes avec des médicaments, ou j'ai vu des appareils sur lesquels c'est marqué médecin, patient, etc. Ça, c'est des appareils médicaux, donc si vous avez un DM avec une certification, il n'y a pas de souci, mais sinon, moi je vous recommanderais de faire extrêmement attention. Et puis, vous avez également la traduction à l'intérieur, c'est les terrains, les informations complémentaires qui sont données. Nous, par exemple, quand on met les fréquences de barre, on met les émotions qui vont avec, on a fait un gros travail sur les émotions. Donc toutes ces informations, elles ont pour objectif de vous permettre d'aller vite, de comprendre vite ce qui se passe, de vite partager les informations avec votre client et de pouvoir faire un travail sur ces terrains qui soit rapide et efficace.
Alors, une autre question. Je n'en vois plus. Je regarde l'heure, on a fait notre temps. Alors écoutez, je suis toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement par email. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. La prochaine fois, je vais vous présenter le Biospect de manière un peu plus détaillée. Je vous montrerai les fonctions un peu plus avancées et puis comme ça, vous aurez une bonne vision sur la totalité et de la biorésonance NLS et finalement l'appareil Biospect. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.